Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux à regarder à nouveau cette émission. C'est Cartes sur table, 21h, 23h sur STV. Évidemment, nous sommes en direct depuis Douala, un seul titre, un seul thème ce soir. Dicolo, dégager les responsabilités, procéder aux réparations. Vous le savez, depuis le 14 mai 2022, 63 familles de cette petite localité située à Bali, au cœur de la ville de Douala, sont à la Belle Étoile suite à un déguerpissement fait par des autorités à la faveur d'un contrat, d'une convention pour la construction d'un hôtel. Depuis, beaucoup d'eau et d'encre coule, les gens parlent, des choses se disent, souvent pas toujours réelles, parfois des vérités aussi. Ce soir, nous allons essayer peut-être de parcourir les faits pour davantage étayer la connaissance de nos téléspectateurs que vous êtes, mais surtout qui sait peut-être proposer des voies de sortie, des solutions pour satisfaire déjà les familles qui, jusqu'à présent, pour certaines, n'ont toujours pas retrouvé de toit, mais aussi peut-être les autres parties prenantes de cette affaire. Il est donc question de comprendre exactement ce qui se passe à Dicolo et surtout envisager l'avenir. Parmi le panel ce soir, un représentant de famille de victimes, c'est Patrick Moudissa Bel. Il fait partie évidemment de ces personnes victimes qui ont été déguerpies. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir. Merci infiniment d'être là ce soir. Merci aussi de m'avoir invité ici. J'ai envie de vous souhaiter beaucoup de courage à l'entame de l'émission. Merci. Dans la diagonale, on aura Mathurin Biol. Bonsoir. Bonsoir député Tongor. Bonsoir mes copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Et bonsoir également aux militants du Social Democratic Front qui sont à la veille, n'est-ce pas, qui sont en train de préparer l'anniversaire, le 32e anniversaire de notre parti. Du RDPC. SDF. Pardon, du SDF. En fait, je voulais introduire Hervé Emmanuel comme qui est juste à côté de vous. Bonsoir Hervé Emmanuel. Merci député Tango. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Cartes sur table. Bonsoir aux panélistes. Et puisque vous avez ramené le SDF comme organe de base du RDPC, je crois qu'il y a une île qui est déjà MRC. Donc nous ne sommes pas concernés par cette transhumance et mutation. Vous ne laissez rien passer, Hervé Emmanuel. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Maëlys Rose Tongo Douala, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment également d'être là. Merci de m'avoir convié et merci au SDF qui a jugé utile de manifester son patriotisme et sa conviction que le Cameroun, qui est un et indivisible, a du sens. J'avoue que j'invitais moins la militante ce soir, il faut le dire. Ah d'accord, bon je me ravise, mais quand même les félicitations, personne ne dit non. Non, non, ça ne vous enlève pas votre casquette de voilà. Militante, de politique. Mais je voudrais le préciser, hein, loin de nous ce soir forcément, on va peut-être sortir légèrement des canaux de l'émission. Il n'est pas forcément question de faire un débat contradictoire dans le sens propre du terme. On va certainement, chacun apportera son argument, mais c'est davantage pour, je l'ai dit à l'entame, comprendre exactement ce qui se passe. D'un moment à l'autre, d'ici certainement 21h30 ou légèrement plus ou moins, on aura en compagnie du panel ici présent, on aura le docteur Christophe Fomonio, qui lui également a quand même une expérience au-delà de nos frontières, qui a vécu souvent ce genre de situation dans d'autres pays. Avec lui, on va partager certainement cette expérience, voir comment ailleurs ce genre de conflit s'est résolu et qui sait peut-être on pourrait s'en inspirer et du haut de son expertise également et explorer quelques pistes. Mais avant, je voudrais prendre la première transition et puis rentrer. Voilà la transition. Hervé Emmanuel, une actualité quand même qu'on ne pouvait pas passer, on aurait pu faire tout un débat là-dessus, mais on va le dire, hein, pas forcément pour un débat. Où se trouve ce soir Cyrus Ngor, le directeur général du port autonome de Douala? Je pense que dans un état de droit, il se trouve dans ses responsabilités, dans son bureau et chez lui. Moi, je suis un peu estomaqué parce que c'est incroyable. Le Cameroun est merveilleux ces temps-ci. Après avoir sorti de tout ce qui nous ont fait un cours sur les investissements dans les mines, là, maintenant, on est dans un autre buzz, tout ça, un chef d'entreprise, M. Cyrus Ngor, dont je ne suis pas le porte-parole,
a agi comme directeur général du PAD. D'accord? Vous allez refaire le procès. Je peux le faire, parce que si la vérité est que c'est de ce procès-là que sort tout ce qu'on entend, c'est quand même une curiosité judiciaire. On est là en pleine insécurité judiciaire. M. Cyrus Ngo prend les décisions en tant que directeur général du port autonome de Douala et il ne peut être poursuivi qu'en tant que directeur général du port autonome de Douala. Donc je n'ai pas à remettre en cause ce que vous présentez comme les décisions de justice, mais on ne peut pas pénaliser un tutu personnel, une personne qui a pris des décisions escalité. Ça n'existe dans aucun système judiciaire moderne. Donc, tout ce que j'entends là, pour moi, ce sont des élucubrations inacceptables parce qu'un directeur général qui prend une décision en tant que directeur général peut ne pas être suivi ou peut être condamné en tant que directeur général, mais ce n'est pas une affaire personnelle. Donc, c'est l'entreprise qui paye. Et si son mandataire principal, qui se trouve être son actionnaire, l'État, estime que c'était une mauvaise décision, ben elle le vire. D'accord? D'accord. Mais on ne peut pas rentrer dans un truc où... Et j'apprends là qu'il y aurait des souterrains à l'aéroport de Douala où vous allez faire pipi et vous disparaissez. C'est du n'importe quoi. Je pense que là, on est dans le même contexte des buzz de l'imposture qui sont simplement pour objectif de créer des troubles à l'ordre public. Moi, je ne vais pas entrer dans les méandres de tout ça. Monsieur Cyrus Ngo a pris une décision, juste ou pas juste, vis-à-vis d'un locataire du PAD, et le tribunal a pris la décision qu'il a prise. D'accord? On est dans un état de droit. Ça suit comme ça. Et ce n'est pas M. Cyrus Ngo qui allait mettre la main dans les poches d'un Libanais qui ne paye pas ses loyers. Il faut être sérieux quand même. À un moment donné, il faut arrêter. Je voulais juste, évidemment... Ça décourage tous ceux qui veulent servir ce pays en étant en sécurité et tout ça. C'est inacceptable. Je prenais juste votre avis en passant. Merci, Hervé. On va prendre la transition et puis on rentre dans le débat de ce soir. Venons donc au débat, bref, au thème de la soirée. Dikolo, dégager les responsabilités, procéder aux réparations, mais peut-être pour mieux comprendre la problématique, on va commencer avec vous, hein, Patrick, pour nous donner peut-être un certain nombre d'indications. D'abord, vous vous dites que vous faites partie des familles propriétaires. Est-ce que vous avez des éléments qui justifient ces propriétés-là? Je veux dire que certains disent qu'ils ont un titre foncier, ils ne comprennent pas comment on en est à rêver à être dépossédés de leurs terres. D'accord. Déjà, je vais essayer de vous retracer l'historique de Dikolo. D'accord, votre caméra. Hein. Parce que Dikolo c'est, on va dire, 300 années d'histoire. Après le Bonanjo administratif actuel, les populations de Dikolo venant de Bonanjo ont été rabattues du côté de Bali. Bali, normalement, son nom traditionnel, c'est Bona Mandone. Au départ, c'était un marché où on vendait des bœufs. Et les bœufs venaient de la région du nord-ouest qui s'appelle Bali. C'est comme ça que le quartier prend le nom Bali. Au départ, c'est Bona Mandone. Alors, on parle des familles qui sont installées depuis 200 ans, 300 ans, notamment la famille Bell. D'accord. Parce que, si vous remarquez bien, cette circonscription, depuis le Parc des Princes jusqu'à l'école Notre-Dame, et quand vous remontez un peu plus loin du côté de la pharmacie de la Côte, ainsi de suite, c'est la famille Bell qui est installée. Alors Dikolo, c'est une bande précise de à peu près 4 hectares de terrain, et les populations qui y vivent, ils vivent en tant que propriétaires. Quand je dis propriétaires, actuellement, chez Dikolo, il y a 12 titres fonciers en bonne et due forme. Il y a 28 attestations coutumières. Il y a 5 CCP, attestations de dépôt. Donc, globalement, c'est 45 familles qui sont installées en bonne et due forme. C'est vrai qu'à côté de cela, puisque lorsque vous regardez dans le contrebas, il y avait l'ancienne régie Fercam.
et les populations qui se sont installées là de façon, on va dire, pas anarchique, mais spontanée, puisque quand on enlève le rail et que la route passe, il y en a qui sont délocalisés du côté de IPD et d'autres qui restent là. Donc, il faut faire dans ce distinguo entre ces personnes qui sont sur cette bande, en contrebas, et ceux maintenant qui sont vers le haut, parce que en réalité, l'avenue de la BCK, qui passe par là, va du rond-point Marché des Fleurs, jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'au rond-point de la douane. C'est un peu cet axe-là qu'on appelle l'ancienne gare, effectivement, qu'on appelle la BCK. Alors, par abus de langage, on appelle tout ça la BCK, mais en réalité, là où aujourd'hui il y a ce projet de déguerpissement, s'appelle Dikolo. Et quand on parle précisément du coin qu'on appelle la BCK, c'est de l'autre côté du pont. C'est-à-dire du côté de là où il y a le SPAR, la brigade, ainsi de suite. Là où il y avait l'ancienne gare. Donc du coup, déjà, il y a une petite confusion sur le site exact de la DUP en question. Déclaration d'utilité publique, DUP. Donc, pour répondre à votre question, nous avons des titres de propriété. Nous sommes des autochtones, comme on dit. C'est le village des Douala, Dikolo. D'accord. Alors, à partir de quel moment vous commencez à, je ne vais pas dire être inquiété, mais vous prenez connaissance de la problématique qui aboutit à ce qu'on a vécu le 14 mai? D'accord. Alors, c'est une longue péripétie parce que, je vais vous dire, tout commence réellement, d'abord en 1995. D'accord. 1995, oui. Pas 2015. Non, 1995. D'accord. Parce que 1995, je vais vous dire, cet espace a connu 3 DUP. 3. Oui, exact. Déjà, lors du passage de la rue, il y a eu une DUP qui a été appliquée sur l'espace, qui a été réduit. C'est vrai, après la régie Fercam, il y a eu cette DUP qui a fait passer la route. La deuxième DUP tombe en 2015. En 2015, c'est là où tous les problèmes des Dikolois arrivent. Et ces problèmes arrivent par une personne qui est un promoteur, un homme d'affaires, qui est arrivé et qui a sollicité avoir un terrain à Douala, où il voulait implanter un hôtel international. À l'époque, au départ, il s'agissait de l'hôtel Hilton. Le projet Hilton, lorsqu'il est arrivé, il y a eu une première DUP. Je vais vous la lire. Alors, en 2015, comme je disais, sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction d'un hôtel Hilton de Douala sur une dépendance des domaines national et public d'une contenance superficielle de 4 hectares, 5 arts, 32 centi-arts. Vous voyez, au départ, on parle de 4 hectares. Ça veut dire qu'ils prenaient toute l'assiette. D'accord. Il y avait déjà l'hôtel Djega qui s'était implanté à l'extrémité de cet espace-là. Alors, il voulait accoler, c'est-à-dire que son hôtel, à partir de l'hôtel Djega, et vous prolongez jusqu'à la limite du domicile de l'ancien directeur général de SABC. Donc, c'est comme ça qu'était entrevue la première DUP. C'est-à-dire que c'est juste avant, ancien directeur général, c'est juste avant le Parc des Princes. Juste avant le Parc des Princes. Au niveau des logements Sonel, INEO. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est comme ça qu'étaient un peu les velléités à cette époque. Alors, il y a eu une séance de travail que ce promoteur a effectuée avec la communauté urbaine de Douala à l'époque de l'ancien délégué Tolin Frise. Lorsque il a sollicité ce terrain, il était question d'abord d'implanter cet hôtel du côté justement de la gare.
c'était l'objet d'un titre foncier numéro 14 440/W sur cet espace. Et il se trouve que c'est exactement le même lieu où aujourd'hui vous avez le siège du Ngondo. Oui. Et parallèlement, donc, il y avait le projet de cet hôtel et en même temps, il y avait le projet de la construction du siège du Ngondo. Qu'est-ce qui se passe finalement? L'État décide plutôt de privilégier le Ngondo. En même temps, qu'est-ce qui se passe après? C'est que lors de leur, leur visite du site, il lui est présenté cet espace-là. Et quand il voyait cet espace, il voyait juste la bande dont je vous ai parlé en contrebas. D'accord. Parce que, évidemment, l'ancien délégué du gouvernement, Antonin Frise, Douala de son État, savait très bien que il y a des familles autochtones qui ne sont pas installées là au hasard. Elles ont des titres de propriété. Alors, c'est comme ça qu'il s'intéresse donc à cette bande-là. En voyant cette bande, c'est le contrebas qu'il voyait où il y avait les anciens cheminots de la régie Fercam. Plus tard, lorsque la commission technique descend sur le terrain, ils commettent justement l'erreur de faire des relevés topographiques qui vont jusqu'en haut, c'est-à-dire jusqu'à chez les Boulandoumbe. Les Boulandoumbe, c'est une famille de Bonanjo. Voilà, les Boulandoumbe dont je fais partie. Donc ils arrivent jusqu'à chez les Boulandoumbe et ils circonscrivent toute cette zone-là. Ce qui amène donc cet espace à 4 hectares. Ils prolongent en largeur jusque là où je vous ai dit, à la limite du domicile du directeur général, l'ancien directeur général de SABC. À ce moment-là, le chef Jean-Yves Bumbu, ça faisait 3 ans, je pense, qu'il venait de succéder à son père. C'était le premier dossier chaud qu'il a eu à gérer. Il s'est opposé. C'est-à-dire que parce qu'on en est arrivé au point où ils étaient venus casser. Le roi Jean-Yves Bumbu s'est opposé. Il s'était même dressé contre les engins. Et il a dit, OK, écrasez-moi. Je préfère que vous m'écrasiez. C'est comme ça qu'à la longue, au fil des recours à la chambre administrative, recours gracieux auprès du Premier ministre, recours auprès du gouverneur, du préfet et tout ça, là, toutes les formalités administratives, la DUP a été annulée. Ça, c'était la deuxième DUP parce que je vous ai parlé de 3 DUP. Plus tard, le même promoteur, la même personne, il revient en 2018 avec une autre DUP encore. Cette fois, la DUP en question, je vais vous la lire. Voilà. Sont déclarés d'utilité publique les travaux. Je vais vous dire déjà le numéro. Arrêtez, c'est un décret. C'est un décret qui amenait un arrêté qui amenait au décret de DUP. Le décret numéro 001044 du 18 août 2018. D'accord. Où on dit sont déclarés d'utilité publique les travaux de réalisation des projets structurants sur les terrains d'une superficie totale de 2 hectares, 3 arts, 34 hectares dans le département du Vouri, région du littoral dont les limites sont définies par les coordonnées cadastrales. Alors, à ce moment-là, à la deuxième DUP, il revient avec le projet d'un autre hôtel. On n'est plus au Hilton. Maintenant, il vient avec le projet d'un hôtel qui s'appelle la chaîne des hôtels Yacht. Yacht, c'est H-Y-A-T-T. C'est aussi une autre chaîne d'hôtels. Marriott. Effectivement. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la même personne revient, sollicite toujours le même espace. Mais sauf que, remarquez bien, on passe de 4 hectares au départ, on en arrive à 2 hectares. On arrive à 2 hectares.
En 2018, donc, tout est fait de la même manière. Toutes les démarches administratives, tout le lobbying politique qu'il fallait et toutes les manifestations populaires ont amené à faire fondre ce projet. Le Premier ministre a, une fois de plus, annulé le décret. Alors, plus tard, en 2019-2020, on en arrive donc au décret qui, aujourd'hui, nous amène à la destruction de Dikolo. Le fameux décret qui est d'abord appuyé par un arrêté du 14 mars 2019. Sont déclarés d'utilité publique. Regardez bien, c'est à dessein que je suis en train de lire un peu ça, parce que vous allez observer les incohérences dans tout ça. Sont déclarés d'utilité publique les travaux de réalisation des projets hôteliers sur des terrains d'une superficie totale de 4 hectares, 5 arts, 32 centi-arts. On parle de 4 hectares au départ. On arrive à 2 hectares. On revient encore à 4 hectares. Et ça, c'est l'arrêté. Ça, c'est l'arrêté. Le décret lui-même, découlant de cet arrêté, en 2020, nous parle de 2 hectares. Je vais retrouver ça. Nous parle de 2 hectares, du moins. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons un individu. On se demande quelle est cette liaison intime qu'il a avec l'administration, de façon à ce qu'on réserve carrément une bande de terrain pour lui. À chaque fois qu'il fait un essai, ça ne marche pas, il revient, il retrouve ses mêmes copains, il fait une nouvelle tentative, jusqu'à ce que, en 2020, donc, le dernier décret nous amène aujourd'hui, en 2022, à la casse. Alors, l'astuce qu'ils ont trouvée en 2020, c'est que le décret d'expropriation, oui, parle en même temps de DUP, mais introduit cet espace dans le domaine privé de l'État. D'une pierre, ils font 2 coups. Ce qui fait que, puisque les DUP ont une validité de 2 ans, en janvier 2022, la DUP était expirée. Mais il reste que le domaine est introduit dans le domaine privé de l'État. D'accord, merci. Tout à fait. Bon, pour finir, cet après-midi, il y avait une réunion au niveau de la préfecture, convoquée par le préfet, qui devait être présidée par le 2e adjoint. Vous y étiez? Non, nous n'y étions pas. Ah bon? Il n'est pas question d'y aller. Nous ne sommes pas concernés. Comment ça? Nous ne sommes pas concernés, d'autant plus que les personnes qu'on a convoquées, c'est des personnes qui sont concernées par le décret en question. Mais nous ne sommes pas concernés parce que le décret parle d'un titre foncier numéro 750. D'accord. D'accord. Et le titre foncier numéro 750 n'existe pas à Bali. Sur le site, y a-t-il des personnes qui ont des titres fonciers qui ont été indemnisées? Aucun propriétaire n'a été indemnisé, je le dis haut et fort, parce que justement c'est un débat qui a cours actuellement. Une polémique même, on va dire, qui est née d'un vulgaire lanceur d'alerte. On ne sait pourquoi. Il s'est lancé dans une campagne de dénigrement des nobles populations de Bonanjor. Et voilà, nous n'acceptons pas que notre honneur soit aussi sali. Personne, par honneur, par fidélité et par amour pour notre village. Donc, mais qui sont ceux dont on dit qu'ils ont pris de l'argent? Ce ne sont que des locataires. Comment ça se fait? Oui, alors, vous savez qu'il y a une commission d'évaluation qui descend sur le terrain. Déjà, cette commission a été tellement biaisée. Il n'y a jamais eu de rapport, d'ailleurs, de cette commission, parce que les représentants de la commission, les personnes membres naturels de la commission, comme le chef du canton Bel, n'a jamais pris part. Nos députés
n'y ont jamais pris part. Le travail a été fait à la volée et a été bâclé. Ils descendaient sur le terrain, ils passaient de maison à maison pour relever des noms. Locataires ou propriétaires, ils prenaient d'un nom, ils regardaient le domicile, ils évaluaient et puis mettaient des montants. Lorsque vous jetez un coup d'œil dans l'article 3 du décret numéro 2020/004/PM, qui justement portant sur expropriation de Dicolo, en article 3, vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes qui ont été listées, il y a des noms à consonance, on va dire, pas étrangère, mais à consonance d'autres régions. D'accord. Et lorsque vous regardez les sommes, les montants qui sont proposés, vous vous demandez, vous vous posez la question à quoi ça correspond exactement. À titre d'exemple, Pour terminer. Oui, pour terminer, à titre d'exemple, chez les Moudi Sabel, nous avons 3000 mètres carrés sur les lieux et il nous est proposé de nous payer 5 millions de francs CFA. N'est-ce pas ridicule? D'accord. Voilà. Puis la mercurielle, bon, on peut en reparler. Marie, vous disiez que la mercurielle, à ce niveau, c'est sensiblement La mercuriale avoisine les 250 000 francs. Mais maintenant, dans les j'allais dire, les négociations, ça monte jusqu'à 1 million de francs CFA. Tout à fait. D'accord. Il y avait des tombes sur ces endroits. On parle quand même d'une forme de richesse ancestrale sur le site. Oui. D'accord. Effectivement, il y avait des tombes. D'accord. Merci pour cet exposé qui va nous permettre donc, effectivement. Je voudrais d'abord dire bonsoir à Christophe Fomognos, s'il est déjà en ligne. Bonsoir, Christophe. Oui, je vous reçois. Merci infiniment de votre disponibilité. On a pris cette première partie pour essayer d'écouter l'un des représentants, Patrick Moudi Sabel, des familles victimes. C'était pour nous mettre en plein dans le bain de l'actualité. Avec vous, tout à l'heure, vous allez suivre les débats en même temps que nous. On va essayer d'avoir l'expérience peut-être des autres pays, comment ces situations-là sont gérées, et puis l'expertise que vous avez en la matière. Merci infiniment d'être là. Alors peut-être une réaction d'abord d'entrée, Mathurin, sur l'exposé qu'on vient d'écouter. Ouais, je suis vraiment choqué, abasourdi. Je suis touché profondément face à ce drame, n'est-ce pas, que vivent les populations de ce quartier, parce qu'on voit l'acharnement qui a été fait, n'est-ce pas, sur ces populations-là, pour pouvoir arriver à cette situation aujourd'hui, ce drame qu'elles vivent en ayant, n'est-ce pas, perdu leur demeure, perdu les liens qu'ils avaient avec leurs ancêtres, c'est-à-dire la terre, perdu même leur avenir, se retrouver aujourd'hui à la belle étoile, n'est-ce pas? Ça fait mal pour nous autres qui sommes des socialistes attachés à des causes sociales, n'est-ce pas? Nous sommes véritablement, pratiquement, nous sommes meurtris. Donc nous pensons qu'il faut de toute urgence qu'une solution soit trouvée à ce problème. Il faut véritablement que le gouvernement dans son ensemble, n'est-ce pas, notamment par la personne la plus autorisée de ce gouvernement qui est le Premier ministre, n'est-ce pas, se penche sérieusement et que rapidement justice soit faite. Parce que je pense qu'il est de plus en plus établi que là on a en face de nous une affaire d'escroquerie foncière, n'est-ce pas, une affaire qui a mêlé des administrateurs, c'est-à-dire les membres du corps administratif, peut-être aussi les autorités traditionnelles, suivant ce que nous avons aussi appris, et globalement c'est toute une mafia, n'est-ce pas, qui s'est penchée sur cette affaire pour arracher cette terre-là à ces populations-là. Donc pour nous, c'est un cas d'injustice très grave et rapidement, il faut qu'une solution soit trouvée. Hervé Manuel, mais écoutez, moi je suis abasourdi parce que je suis un enfant de cette ville et M. Moudi Sabel vous a donné son explication, mais je vais aller plus loin. Il n'y a rien qui peut autoriser qu'on enlève la terre à ceux qui sont installés là depuis des siècles.
Nous sommes devant... Écoutez, moi j'ai été, ce samedi-là, je suis appelé par un ami pour me dire, c'est parce que il m'envoie des images. Je lui dis, t'es un plaisantin, ce sont les images de l'Ukraine. J'ai cru qu'il m'envoyait les images de Mariupol. Il m'a dit, ben, écoute, je ne plaisante pas. Quand je me trouvais à Bonaprise, au Saint-Germain, j'ai pris la route, j'étais là-bas. J'avais un casque et béret au bas. Ce que j'ai vu m'a attristé, profondément attristé. Parce que c'est un peu chez moi, quand on a levé les miens, mes cousins, mes frères, de tous les jours de leur habitat national. Bon, je crois que quand vous demandez à M. Moudissa de venir mécaniquement dire quels sont les différents occupants, ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'en réalité, même le chemin de fer qui occupait cet endroit au nom de l'occupation pour l'intérêt public n'était que le chemin de fer. À partir du moment où il n'y a plus le chemin de fer, ça devait revenir à ceux qui l'ont toujours occupé. C'est-à-dire, moi je croyais que je ne savais pas que c'était Bonandoumbe, je croyais que le Bonamanga arrivait aussi jusqu'à ce point, puisque je connais différentes familles qui sont là. Effectivement, il y a le mélange des deux. Il y a le Bonamanga là parce aussi. Parce qu'en fait, dans la tradition, Ndoumbe est le père de Manga. Oui, je sais. Voilà, c'est la même famille en fait. Donc vous voyez, quand vous voyez, vous allez exhumer Ekwebel pour lui dire qu'il n'est plus dans cette terre. Vous allez exhumer, je vous cite là les noms de Bonamanga et de Bonandoumbe. Après ce qu'ils ont subi à Bonandio. Et tout cela est fait 6 jours avant la fête de l'unité nationale. Mais moi, je vais vous dire, hein, ça pose beaucoup de questions. Et ça n'a plus rien à voir avec... D'abord, je suis triste que Moudissa, qui est très poli, et c'est leur tradition chez eux, ne donne pas le nom de qui est derrière tout cela. Qui c'est qui est bénéficiaire d'un titre foncier où on va sortir tout un village historique de son habitat naturel. Là, on est dans un film où on chasse les Indiens de chez eux, les Australiens autochtones de chez eux et tout cela. Je pense que c'est inacceptable. Si c'est pour... Non, je vais aller jusqu'au bout. Et vous m'avez invité. Non, bien sûr, allez-y. Comme un fils de cette ville, parce que moi, je suis né ici. Et le chemin de fer passait par là, parce que les gens ne le savent pas. On passait par là pour aller à Yaoundé, pour aller à Japoma. C'était l'ancienne gare. Voilà. Donc les rails passaient par là. Et les occupants, anciens cheminots, ne sont venus que parce que les autochtones n'étaient pas jusqu'au bas, là où se trouvaient les rails. Donc les emprises des chemins de fer qui peuvent relever du domaine privé de l'État ne peuvent pas être une justification pour faire disparaître un village. Je le dis vraiment à mes amis. Donc, ce qui se passe est quelque chose qui pose problème. Et j'ai accepté de venir à cette émission. Pourquoi? Parce que mes amis qui sont dans des responsabilités, on n'a pas entendu la ville, on n'a pas entendu l'arrondissement, on n'a pas vu ce qui devait au moins nous dire qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'entends qu'on promet à des gens et à ça qu'ils vont subir le même sort. Il est temps qu'on présente sur le plan public, et c'est d'une obligation, le plan d'occupation des sols, et qu'avec tous ceux qui y sont, le fait de moderniser le pays, ce n'est pas faire disparaître la mémoire de ce pays, ni la réalité de ce pays, ni les peuples qui occupent ce pays, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous sommes là devant une situation telle que ceux qui se taisent, soit ils pensent qu'ils auront un gain de promotion, ou ceci, mais je dis que ça ne peut pas continuer comme ça. Et il y a un autre problème, c'est la communication qui suit cela. Quelques jours avant la fête de l'unité, qui doit être la consécration de notre vivre ensemble, du sentiment d'appartenance, après on le convoque pour le dire, c'est pour vous dédommager. On dédommage pour qui? Et moi, je pose la question aujourd'hui, jamais nous devons accepter que les intérêts de groupes privés viennent mettre un canif sur le sentiment d'appartenance. Et ce sont ceux qui sont là, eux seuls, qui ont le droit d'accepter d'aller ailleurs, mais on ne doit pas les enlever de ce sentiment de rattachement à ce pays. Marlise, et puis on va prendre Christophe pour sa première réaction également. Votre première réaction, Marlise? Merci. Je suis de Bonandoumbe et de Bonamanga. Absolument. Ma grand-mère est Bonandoumbe et Bonamanga. Et maintenant, l'autre statut me rattrape, donc je suis
pleinement concerné et j'ai été comme Hervé sur les lieux, c'était pathétique. Il fallait ne pas avoir de cœur pour organiser un pareil désastre. Parce qu'on a cassé les maisons, mais on a cassé les individus. Et la réparation de ces individus ne va pas être aisée. Je voudrais faire une toute petite digression parce que Patrick a parlé de Bali. J'ai l'avantage d'avoir une documentation très importante et qui dit que en fait, les gens de Balignonga viendront. Pourquoi? Parce qu'après la pendaison de Rudolf, la révolte du peuple Douala a fait que les officiers allemands n'avaient plus confiance au Douala. Donc ils sont allés chercher des gardes du côté de Balignonga. Occuper le sud-ouest. Voilà, au sud-ouest. Et ils sont allés de l'autre côté, au Ghana, à Koumassi, chercher des gardes. C'est pour ça que du côté de la Sonnelle, on appelle ce quartier Koumassi. Évidemment, ces gens-là ne sont pas repartis. Certains sont restés, ils ont fondé des familles, ils sont devenus les Bonamanga, les Bonana, par adoption. J'ai connu le problème du Colo en 2015. J'étais alors député de la Nation. Mais les personnes qui vont venir vers moi et requérir mon accompagnement, ce n'est pas les Bonandoumbé. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne se sentaient pas concernés. C'est les autres qui viennent me voir pour dire « Honorable, nous sommes en danger, on nous menace de partir, etc. » Et c'est donc comme ça que je commence à marcher avec ce premier collectif. Et je rencontre les autorités de la ville et Ntoné, le délégué du gouvernement, nous rassure en nous disant que ça ne va pas se faire. Et bon, ça ne va pas se faire, mais il n'y a aucun écrit, il n'y a aucun pour rassurer. Toujours est-il que cette DUP donc, du Hilton va faire flop. Aujourd'hui, et c'est ce que nos amis, nos frères, il faut qu'on soit fraternels et qu'on ait un peu d'empathie. Et pour que cette empathie-là repose sur quelque chose, il faut aller chercher dans l'histoire. Ces personnes, ces populations ont été chassées du plateau Jos. On leur a donné ce territoire. Ils se sont installés. Deuxième crime. Après les Français, la République prend le plateau Jos, conserve le plateau Jos comme la ville administrative. Et puis, la République n'a plus besoin de tout l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Des territoires se libèrent de 2000 mètres carrés, de 3000 mètres carrés. Personne ne pense au canton Bel. Personne ne pense à associer les autochtones du canton Bel, nos propriétaires originaux, à ce qui va se passer, à la gestion qui va se passer. Ce qui est déjà un crime, ce qui est inéquitable et injuste. Et maintenant, on en arrive à venir les dessoucher. Parce que quelqu'un me dit, les amis avec qui on échange dans les réseaux sociaux, moi je suis très réseaux sociaux, hein, et Hervé le sait, je suis très réseaux sociaux, et j'entends les amis, les camarades, les frères dire, oui mais pourquoi est-ce que ça fait autant de bruit? C'est quand même pas les premières personnes qui sont déguerpies et qui sont cassées. Je leur dis, vous avez raison, c'est pas les premières personnes. Ceux qui sont cassés, on m'a parlé de TSF, c'est déjà un deuil. Être cassé, quelle que soit ton origine, quand tu es établi, quand tu es installé, qu'on amène des engins qui broient ta maison devant tes yeux, c'est pénible comme tout. C'est traumatisant. C'est traumatisant. Maintenant, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que les Bonandoumbé qui sont dans cette détresse aujourd'hui, eux, c'est un double deuil. C'est-à-dire qu'on les dessouche, on les arrache de leur terre ancestrale et on leur promet d'aller les recaser à, je ne sais pas, 30-40 km de Douala. On déstabilise tout un village, le pan, et parce que c'est eux, les princes, c'est les princes, hein, c'est eux le King Bell, c'est les Bonandoumbé. C'est après que Rudolf, qui est fils du King Bell, va prendre le pouvoir, et du coup les Bonadouala et les Bonamanga ont donc repris la chefferie. Donc c'est quand même des personnes de poids. D'accord. Et je pense, si tu permets que je chute pour dire que j'invite tous nos frères camerounais à bien relire
cette situation et à bien comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'autrement, ça va dans tous les sens et ça ne correspond pas du tout à la réalité. Christopher, peut-être d'abord... S'il te plaît, une parenthèse. En un mot, vraiment. Avec... D'accord. Il y a eu des choses qui ont été faites. On n'a jamais enlevé un village pour installer un intérêt privé. D'accord. Christopher, vous comprenez? On va effacer un village pour installer un groupe d'intérêts privés. Christopher Fabonio. Christopher? Oui. Voilà, peut-être votre première prise de parole après ce récit qui nous a été fait tout à l'heure par Patrick Moudi-Sabel, qui en fait est la victime sur le plateau. Effectivement, je venais à la discussion du panel déjà avec un pincement au cœur. Mais suivre encore les explications qui ont été données et les arguments des uns et des autres, avec lesquels je suis tout à fait d'accord, je suis encore davantage attristé. Parce que ce qui arrive à Dikolo aujourd'hui est en train d'impacter le débat au sein de la communauté de la diaspora camerounaise. Les gens sont inquiets. Parce que ce genre de brutalité, les images que nous avons vues, les femmes par terre, les vieux, les hommes, les enfants, en noir, en train de pleurer leur terre et la terre de leurs ancêtres, des terres qu'ils occupent depuis 100 ans, depuis 200 ans, depuis 300 ans, et qu'aujourd'hui on est en train de les arracher comme ça, en plein vue, pour une raison qui, juridiquement, porte beaucoup de failles. C'est vraiment attristant, d'autant plus que on se dit, pour nous autres qui sont dans la diaspora, que si ça peut arriver à Douala aujourd'hui, c'est que ça peut arriver dans toute autre ville de la République, que ça peut arriver dans tout autre village. Et ça nous ramène à la Première Guerre mondiale. Madame l'honorable en a fait état. Et c'est vrai, on a comme l'impression que ceux qui nous gèrent aujourd'hui ne se souviennent même pas de l'histoire de notre pays, du combat entre les Sawa et les Allemands à cause des terres dans la ville de ce qui est aujourd'hui la ville de Douala. On ne pouvait pas s'imaginer qu'au moment des indépendances, où nous avons, nos grands-parents ont lutté pour leur liberté, le droit de se gérer et de veiller au respect du bien-être de leurs concitoyens, que 60 ans après les indépendances, on voit l'État exercer toute sa force pour mettre ses propres citoyens dans cet État. C'est injuste. Quelque part, c'est même cruel. Du point de vue de l'humanisme, c'est cruel. Et lorsqu'on ajoute à tout cela les arguments juridiques qui ne tiennent pas, il y a de quoi demander à ce que l'État prenne ses responsabilités pour remettre ces citoyens-là dans leurs droits. Il y a aussi un problème de politique d'urbanisme qui se pose. Je suis très surpris de voir que pour une société multinationale qui a tant de moyens, on ne puisse pas trouver un terrain ailleurs qui peut lui suffire pour le besoin de ses activités commerciales. Que pour attirer une entreprise, il faut mettre en agonie une famille de 2000 personnes, 3000 personnes, avec tout ce que ça porte pour toute une communauté. Et voilà les tensions que nous sommes en train de vivre en ce moment dans la ville de Douala. Et on ne pourra pas me convaincre que sans donner satisfaction à cette population, à cette communauté, que la ville de Douala va pouvoir retrouver la paix. Et je suis encore surpris que depuis que les gens parlent de cette affaire, depuis que les images circulent, depuis que les pétitions sont faites et distribuées, qu'aujourd'hui on est encore en train de parler des réunions à la préfecture, à la sous-préfecture. Mais cette question au jour d'aujourd'hui, c'est une question d'État. C'est une affaire d'État. Les risques sont énormes. Et on ne voit pas l'État intervenir. Vraiment, je suis choqué, je suis très surpris.
Et je crois que quelque chose devrait être fait aussi rapidement que possible. D'accord. Mathurin, alors, maintenant les faits sont, je veux dire, sont dans la réalité. Des fautes probablement ont été commises. Les juges vont certainement en tirer les leçons. Les familles sont dehors. Alors, maintenant, quelles sont les pistes? D'abord, quelles sont les personnes à interpeller? Quelles sont les responsabilités à dégager clairement? Et puis, peut-être on va rentrer dans les pistes après. Effectivement, puisque le thème de l'émission est bien là, dégager les responsabilités et procéder aux réparations. Absolument. Commençons donc par là, dégageons les responsabilités. Et il me semble déjà que le groupe hôtelier dont on a parlé dans ce projet, le groupe hôtelier Marriott, s'est désengagé en disant, n'est-ce pas, qu'il n'a aucun projet hôtelier au Cameroun. Ça veut dire que déjà la base de toute cette affaire déjà s'effondre. On a dit que c'était pour faire... Il s'agit d'une escroquerie foncière, tout simplement. Voilà. On a dit que c'était pour faire construire un groupe hôtelier au Cameroun, n'est-ce pas, qui devait donner... J'ai vu le responsable, celui qui se présente comme le promoteur de ce groupe hôtelier-là au Cameroun, il s'appelle M. Olivier Chinouako. Il est au Canada, il est au Cameroun. J'ai constaté que tout à l'heure, là, vous avez été assez peut-être réticent à donner son nom. Non, pas du tout. Voilà, mais c'est ce que j'ai pu avoir remarqué. Donc maintenant, il faut que les Camerounais sachent quel est le citoyen camerounais qui est derrière cette affaire, qui est derrière cette escroquerie-là. Il est résident, il me semble, au Canada, n'est-ce pas, et plusieurs fois. D'abord, la notoriété même de l'individu n'est pas véritablement propre. Il semble qu'il a été exclu du barreau. Donc, vous le situez dans les responsabilités. Oui, il faut d'autres responsabilités. Il faut qu'on dise clairement qui est ce monsieur. N'est-ce pas, il a été exclu du barreau du Québec, n'est-ce pas, pour une affaire d'escroquerie d'un montant qui est pourtant très faible. Donc, je ne vais pas donner le montant. Et normalement, il a essayé de présenter comme vouloir offrir des emplois aux Camerounais, 700 emplois, ainsi de suite. Donc, voilà, on constate que lui, le principal acteur de cette affaire, déjà n'est pas un monsieur propre. Donc maintenant, il a travaillé avec qui? Avec qui a-t-il monté toute cette affaire, toute cette escroquerie? Il faut qu'on le sache. Tout à fait. Forcément, il a rencontré, il dit, on a vu une vidéo qui circule, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, où il dit avoir travaillé avec des autorités traditionnelles, il dit avoir travaillé avec les membres du gouvernement, il dit avoir travaillé avec des représentants à la présidence. Donc maintenant, il faut qu'on sache qui sont ces différentes personnes qui font partie de cette chaîne-là qui a monté, qui a monté l'affaire. Donc, il faut évidemment qu'on sache quelles sont ces... Je voulais juste dire quelque chose. Juste une chose. Vraiment, ce que vous dites est tellement vrai que je suis tombé sur le contrat que ce monsieur Chinouako a avec l'État. Il dit qu'il va créer 700 emplois. Il dit qu'il avait 30 millions de dollars pour obtenir ces terres. Alors, 30 millions de dollars, c'est 16 milliards de francs CFA. Et sur 2 hectares et demi, il consacre 322 millions, ce qui revient à peu près à 1300, 1400 le mètre carré, à Bali, en plein Bali. Est-ce que vous comprenez la valeur immobilière? Bon, pour finir, je vais finir pour dire que le loyer mensuel, le loyer annuel de son contrat bail amphithéotique avec l'État, le loyer annuel est de 131 650 000 francs CFA. Ça veut dire que mensuellement, il paye à peu près moins d'1 million 100 000 à l'État. Pour quel intérêt l'État ferait un contrat pareil au détriment d'un peuple qui déloge? Je rappelle que c'est quand même le lieu d'habitation de la maman, puisque Christophe Afomonio rappelait le côté historique de la chose, la maman de Douala Mangabel. Effectivement. Pour terminer vraiment en un mot. En un mot. Je voudrais dire qu'on est allé, il me semble que, il me semble que la DUP, n'est-ce pas, une des DUP peut-être a été signée même par le chef de l'État. Donc, ça veut dire... Non, c'est ce que je vais continuer. Les gens disent n'importe quoi. Ok. Si non, pas vrai, parce que ça remettait maintenant. Oui, parce que justement,
une DUP doit être attaquée au tribunal administratif et on ne peut pas attaquer le président de la République. Donc, ça veut dire que si ce côté-là... M. Chinouako a toujours fait croire que c'est le président de la République qui avait signé son contrat avec son groupe. Voilà. Il s'agit du ministre du cadastre. Ça veut dire que là, au moins la responsabilité du chef de l'État, au moins, elle est écartée dans l'affaire parce que l'affaire est tellement grave que on se dit que si on était arrivé jusqu'à ce point-là, ça veut dire qu'on est dans une république où les populations sont totalement en danger. Dans la responsabilité. Arrêtez de mêler le président de la République à toutes les il est le président de la République. Les faits divers. C'est lui que le peuple a élu. Oui, mais c'est lui qui a la responsabilité ultime. Et c'est vers lui qu'on réclame. Il faut arrêter de le mêler à n'importe quoi. Bon, maintenant, moi, je vais vous raconter. Je suis un peu plus âgé. Peut-être Marie, elle peut faire concurrence à mon âge ici, autour de cette table. Lorsque Marie et moi, nous étions enfants, d'accord, le bout de cet endroit se trouvaient les établissements Marty, qui s'occupaient de la métallurgie pour le port et les chemins de fer. Et c'est là que se trouve aujourd'hui le fameux hôtel qui n'est pas fini, Djega Palace. Ça a commencé comme ça, on ne sait pas sur la base de quoi. Il y a un contentieux sur ce terrain parce qu'il y a un héritier qui conteste l'affectation de ce terrain qui a été attribué par l'administration. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'au bas des Dikolo sont venus s'installer après que le chemin de fer ait changé, les anciens employés de Camrail qui sont des agents quasi administratifs. Les anciens employés de la régie FECA. Oui, tout ça c'est pareil. Donc ils étaient là et occupés de... J'ai même de la famille là pour vous dire. Mais personne ne peut enlever le caractère que c'est un village. C'est Bonandoumbe, Bonamanga. Excusez-nous. Vous pouvez la responsabilité. J'y arrive. D'accord. Vous pouvez tourner en rond. Dites-moi au nom de quoi on peut effacer un village de la carte du pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout le autres débat, c'est le bavardage, qui est peut-être utile et intéressant pour les uns et les autres. Mais je voudrais savoir politiquement, au moment où nous nous battons, dans une situation où certains doutent, c'est-à-dire ont des doutes sur les sentiments d'appartenance, au nom de quoi les Bonamanga qui ont déjà fait la transhumance de Bonanjo à cet endroit doivent être effacés. Ils vont aller où? Monsieur, donc, quand j'ai fini de le dire... Si on rétablit les responsabilités. Hein? Si on rétablit les responsabilités. Allez-y. Vous êtes en train de me disperser parce que, en fait... Il y arrive, en fait. Je l'ai dit pour y arriver. Pour dire que personne n'avait le droit de céder à des intérêts particuliers. Le nom d'un village aussi prestigieux que Dikolo, que le village de Rudolf Mangabel. D'accord. Maintenant, la gestion de cette affaire pose problème. Parce qu'elle nous révèle que, il faut que le plan d'occupation des sols de notre ville soit public. On y arrive. Même les amis de Marlise. On y arrive. Non, je vais y arriver. Ne m'empêche pas de... Non, on est dans la responsabilité. Vous m'avez invité, je suis... Non, allez-y. Oui, bien sûr. Fils de cette ville qui parle. Vous comprenez? Il y a des gens qui m'ont demandé... Et vous voyez pourquoi votre voix porte dans la... porte pourquoi? Parce que les mêmes Bonamanga ont assisté à une séance regrettable où ils ne voulaient pas que la statue Oumiobe soit quelque part. Ça, c'est notre débat. Attendez, non. D'accord. Tout ça est dit. Parce que je vais vous dire, ce qui s'est passé à Dikolo, si entre nous, nous étions tous soudés comme nous devons l'être, ça serait passé dans un drame. Vous comprenez? Les gars d'un Cormondo, les gars d'un Nouveau se seraient levés parce que nous sommes tous liés. Et je pense qu'aujourd'hui, au lieu de nous perdre pour savoir qui a vendu quoi, tout le monde sait que certains se sont mêlés de ça et l'histoire retiendra les responsabilités et la justice de près. Mais nous avons une urgence. Quelle sera, où vont aller habiter nos cousins qu'on a enlevés de leur village? On y arrive. Ils ont leur village où? Alors, Patrick, vous comprenez ce que je veux dire? Sur les responsabilités, bon, je vais le dire quand même. Oui, une seconde, Marlise. Sur les responsabilités, Patrick, on va tout mettre sur la table, sur ces cartes sur la table. Merci. Il se dit qu'il y a quand même des autorités, des notabilités qui sont impliquées dans cette affaire. Justement, il faut mettre sur la table. Il va nous clarifier parce qu'il est quand même... Non, pas dans ce... Hervé, Patrick. Bon, alors, moi, je vais dire que il y a une sorte de
mariage incestueux, d'accord, entre l'administration d'aujourd'hui... Les fonctionnaires, pas l'administration. Oui, quand je dis l'administration, c'est tout ça. Les fonctionnaires. Alors, avec des hommes d'affaires véreux, d'accord. Et surtout lorsque vous voyez un fonctionnaire qui est à l'approche de sa retraite et qu'il arrive à Douala, son but c'est quoi? C'est de s'enrichir, tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit dans cette affaire, d'accord. Vous ne comprenez pas l'acharnement qu'il y a à vouloir, malgré les vices de forme qui ont été observés, d'insister sur une histoire jusqu'à en arriver à casser des personnes. Là, c'est grave. À la veille de la fête de l'unité. Le 14 mai, on nous casse. La fête de l'unité, c'est 6 jours après. Et on nous parle d'unité. Comme a dit le grand frère Hervé Emmanuel, comme commandant, c'est le canton Bel. Absolument. Et vous connaissez la réputation fougueuse des gens de commandant. Imaginez une seule minute que... Parce que, je vais vous dire, Dikolo, c'est une bande où c'est un peu le Cameroun en miniature. Ça, je vais vous le dire. Les Douala, les Bassa, les Yaoundé, les Bamileke, les Bamoun, vous allez les trouver dans Dikolo. Alors, c'est une désunion totale qu'on a fait là. Ça ressemble à un génocide. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Oui, d'abord, il y a un petit malentendu que je veux lever. Non, je pense que la réaction du chef du canton Bel était moins en direction de la personnalité de Oumniobé que des administrateurs de la cité. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'il n'a pas été consulté pour ça. Et deuxièmement, ce n'est quand même pas un espace pour Oumniobé. Si on veut faire une statue pour Oumniobé, il y a les grandes avenues, il y a les boulevards, tout comme pour Rudolf Douala Mangabel. On ne va pas venir le mettre... Voilà, donc je voulais juste dire à Hervé qu'il y a aussi eu un petit malentendu dans la communication. Maintenant, en ce qui concerne les responsabilités, moi j'ai l'impression que même les autorités locales n'ont pas bien lu tout ça. Parce qu'il y a tellement d'incohérences que si leur acte ne peut être compréhensible que s'ils ont été eux-mêmes, j'allais dire, entubés. Je veux dire que tout le monde est plus ou moins unanime et d'accord qu'au niveau des fonctionnaires, il y a eu des failles. Est-ce qu'il y a eu des failles dans la famille? Dans les familles concernées. Dans les familles, chez les Bonandoumbe, par exemple. Ça, c'est par exemple. Dans les familles, dans la chefferie, un peu partout. Bon, dans le coin. C'est difficile de dire ce genre de choses quand on n'en a pas la preuve. D'accord. Mais je pense que les tentations sont là. Parce que quand il y a autant d'argent, certaines personnes pourraient, mais ça se limite à pourrait. J'ai relevé une chose tout à l'heure, c'est que la chefferie du canton Bel, qui devait être associée dans la commission, d'accord, de cette DUP, n'a pas été associée. D'ailleurs, le roi Bel, souvenez-vous, avait fait un communiqué dans ce sens. Il reprochait au préfet d'avoir eu accès dans son territoire sans l'en informer. Christopher, alors, en dégageant les responsabilités, je voudrais quand même vous demander, avez-vous connaissance, peut-être à travers l'Afrique, d'autres pays, comme le nôtre, un peu la même configuration sociologique, qui sait peut-être, sociopolitique aussi, avez-vous connaissance des conflits comme ceux-ci qui ont déjà eu lieu et comment est-ce que ça peut se gérer? Vraiment, à ma connaissance, rien du genre de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Effectivement, dans des pays comme le Zimbabwe, il y a eu un problème de terre qui ont été arrachées aux Noirs par la minorité blanche et qui devraient être réparties aux Noirs après l'indépendance du Zimbabwe. C'est un peu pareil en Afrique du Sud, mais rien vraiment en comparaison avec ce que nous sommes en train de vivre dans un pays indépendant où il n'y a pas eu un conflit pour que les propriétaires de ce terrain, de ces terres-là, en deviennent propriétaires, mais où, 60 ans après les indépendances, une administration gérée par nous-mêmes se met à vraiment déposséder ses propres concitoyens, ses propres populations de leurs terres
et d'une manière aussi flagrante pour une cause qui n'est pas vraiment liée à l'utilité publique. C'est rare. Je n'ai jamais vu ça. Et il y a beaucoup de pays dans lesquels les États sont en train de faire l'urbanisme, à Dakar aujourd'hui, au Sénégal, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai jamais entendu une situation pareille. Et c'est pour cela que, en parlant de responsabilité, nous connaissons tous comment fonctionne notre pays. Lorsque vous avez affaire à une grande famille, certainement il y en aura dedans qui vont peut-être placer des mots, poser des actes qui iront en contradiction avec l'intérêt général de la communauté. Mais aujourd'hui, je trouve pour ma part que cette communauté est constituée de victimes. Ils sont en train de ressentir la douleur. Ils sont déprimés par la situation qu'ils sont en train de vivre. Et je ne perdrai pas le temps à chercher des responsabilités de leur côté. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons un gouvernement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons un État. Parce que nous estimons que l'État peut bien gérer la société pour que même si au sein de la société, il y a des gens ignorants, que ceux-là ne puissent pas, par leurs actes ou leurs omissions, mettre en péril l'intérêt commun de la communauté et de la nation. Et je pense que le plus tôt que l'État reviendra pour prendre le devant dans le sens de résoudre ces crises, le mieux ça vaudra. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Icolo et de la communauté belle. Mais je vous dis, on n'a qu'à voir par l'intensité de notre conversation, c'est tous les Camerounais qui se sentent concernés. Parce que si aujourd'hui, on laisse passer cette transaction avec tous les dégâts que cela va commettre, le message sera très clair que vous soyez en position de titre foncier ou pas, que vous soyez sur un domaine qui peut être exploité pour raison d'utilité publique ou pas, cela ne garantit rien par rapport à la jouissance de vos droits et de vos libertés. Ça, c'est le message que les gens vont retenir. Donc, vraiment, j'interpelle aux autorités de prendre leurs responsabilités et de veiller à ce que cette communauté et les populations soient restituées dans leurs droits comme il se doit. D'accord. Patrick. Mathurin, pardon. Oui. Bon, je voudrais dire ceci. Il me semble qu'on essaye un peu de tourner en rond autour de cette question de responsabilité parce qu'on ne voudrait pas mettre le doigt véritablement là où il faut. Il me semble que si maintenant les populations édicoles doivent porter plainte, vont bien porter plainte à quelqu'un, cette personne, actuellement, c'est l'État du Cameroun. Ça veut dire que ceux qui ont fait signer ces différents décrets au Premier ministre, ou bien, je ne sais pas si c'était au chef de l'État, le Premier ministre a donc signé les décrets. Vous avez toujours peur qu'on incrimine, qu'on interpelle le chef de l'État. Bon, mais au moins, le Premier ministre a signé les décrets. Ça veut dire que des gens ont monté des dossiers, ils sont venus présenter ces dossiers au Premier ministre, qui a signé les décrets d'expropriation des populations. Et aujourd'hui, ces populations-là sont dans la rue. Ça veut dire que ces populations sont en droit de demander justice, n'est-ce pas, auprès de l'administration, auprès de la justice, n'est-ce pas, et attaquer l'État du Cameroun, ou alors tous ceux qui ont fait partie de cette machine-là. Donc, normalement, et il faut donc mettre le doigt là où ça peut faire mal, en disant que si ce sont les autorités de la ville qui ont participé, parce que depuis que les populations sont mises à la rue, normalement, dans une ville normale, on voit au moins le maire de la ville venir se rapprocher de ces populations-là. Puisqu'il est le maire de la ville, c'est le minimum dans une ville normale, n'est-ce pas, venir demander, s'enquérir de la situation et prendre à bras le corps ce problème. Mais ce n'est pas le cas. On a l'impression que cette ville n'est pas dirigée, qu'il n'y a pas une autorité, il n'y a pas un maire. Et en plus, nous sommes dans une région... Est-ce que le problème est encore au niveau du maire? Mais puisque ce sont les populations de la ville de Douala. Et en plus, moi j'ai le sentiment qu'on essaye même d'en faire un problème simplement sawa.
Mais ce n'est pas véritablement... ce n'est plus véritablement... C'est au-delà de ça. Voilà. Au-delà de ça. Donc, en ce moment-là, comme on est dans la ville, le maire devrait, n'est-ce pas, s'en saisir et défendre les intérêts des habitants de cette ville, les intérêts de Dikolo en particulier. Alors, si vous oui, Patrick d'abord. Cette affaire, c'est une grosse bavure. Une grosse bavure de l'État. C'est un scandale. Le décret numéro 2020-004/PM stipule que le titre foncier numéro 750 est concerné. On dit bien, est frappé d'expropriation pour cause d'utilité publique et incorporé au domaine privé de l'État. Le terrain du titre foncier numéro 750/W. C'est à Bonantonin. Lorsqu'on va au service du cadastre, on sort le titre foncier numéro 750. Il se trouve à Bonantonin. Bonantonin, c'est une camarade. Madame Indale Madeleine. Indale, oui. Elle est là à Bonantonin. Plus grave encore, plus grave. Attendez, plus grave. Dans la liste de propositions d'indemnisation, le numéro 52, titre foncier numéro 750. Ne donnez pas le nom. Ne donnez pas le nom. Si, pourquoi pas? Ne donnez pas le nom. Je vais donner le nom pour faire la distinction entre les deux personnes. Mais en fait, je veux relever que les bavures qui se sont passées dans ce dossier, Nougua Kwenje JL, titre foncier numéro 750/W. Non, lui, il est censé être à Bali. Okay. Vous comprenez? Mais le titre foncier correspond à 750/W. À Bonantonin. Mais on vous met ici, sur la liste des personnes, on lui propose 8 260 000. Il s'appelle Nougua Kwenje. Mais le titre foncier ne correspond pas à cet endroit, c'est ça? Le titre foncier numéro 750 est à Bonantonin. Alors, mais il est de Indale. N'est-ce pas? Je connais. Mais sur la liste... En fait, il est de l'autre côté, il a des dos, mais son nom ressort sur la liste des personnes à Indale. Non, vous n'avez pas compris. Il est à Dikolo et on met son nom à Bonantonin. Ah, d'accord. Vous comprenez? Ok. Du coup, c'est une grosse bavure, une grosse escroquerie foncière. D'accord? Nous ne sommes pas concernés par cette DUP. On est venu nous casser, on doit réparer. D'accord. Nous ne sommes pas concernés, nous voulons nos terres, on nous remet nos terres. On arrive à la réparation de préjudice. Alors, moi, à ce niveau, je pense que... Je souhaite qu'on embraye dans la partie des réparations. Oui, je vais entrer dans les réparations. Je parle devant une personne qui a participé à la confection de la loi. Marlise, députée. Voilà, d'accord. Je pense que là, nous faisons le constat que la loi doit évoluer. Il faut que de façon législative, on limite les pouvoirs de ceux qui établissent les titres fonciers, même les DUP. Ils ne doivent pas figurer dans les DUP des villages historiques. Vous ne pouvez pas effacer un village de la carte. Surtout pour des intérêts. Et vous ne pouvez pas effacer une communauté au bénéfice des intérêts particuliers. Il faut que c'est cette communauté qui le fasse. Écoutez, trouvez le terrain dans la Sahara-Maritime, dans le Mungo, à tous les habitants, à tous les originaires de Dikolo. Ils vont être quoi? Du Mungo, de la Sahara-Maritime, ou vont continuer à être des Dikolo dans le Vouri? Moi je suis très malheureux. J'ai de mes anciens amis qui, malheureusement, n'est plus là. Il y a une tombe d'Yembele que j'ai vue. Ça m'a traumatisé. Je suis l'ami d'Yembele. Tiki. Rachel qui pleurait, ses ancêtres, ses parents. Donc, les réparations aujourd'hui, d'abord, s'il y a une possibilité, il faut qu'on fasse cesser ce trouble à l'ordre public. C'est-à-dire l'atteinte à la propriété historique d'un groupe historique de notre pays. Mais quand les engins étaient au niveau des Bumbu, les engins écrasaient déjà la maison des Bumbu. Je suis persuadé que jusqu'à la dernière minute, les Rachel Tiki espéraient encore que ça n'arriverait pas jusqu'à eux. Eh bien non, l'engin a continué. Je vais y aller. Je me trouve, pourtant je suis dans les affaires de l'argent, même l'argent ne peut pas réparer ce qui s'est passé à Dikolo. Il faut maintenant de façon symbolique que l'État réagisse pour donner l'assurance, parce que le sentiment d'appartenance à l'unité nationale, c'est la garantie que vous êtes protégé par l'État. Et je peux vous dire, ce qui est arrivé à Dikolo peut arriver demain
en plein Yaoundé, au Vorada. D'accord. Ça peut arriver partout dans les bamboutos. Donc nous devons ensemble réparer cela et de façon pour dire plus jamais ça. Et il faut que la ville, oui, nous devons développer la ville. Pas n'importe quel prix. Vous trouvez les mêmes. Regardez, en face de Dikolo, on est en train de construire 3 ou 4 hôtels qui ne sont même pas finis. C'est-à-dire dans la partie Bonandio, on a chassé les mêmes Bonandoubais. On est en train de construire. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait 25 hôtels au même endroit et ce sont les mêmes qui payent? Vous savez ce qu'on fait avec eux? Moi, je suis né le même jour que l'ancien roi des Belles, René Douala Mangabel, 22 février. Et j'étais très lié à lui. Et je pense lié à lui. Quand vous allez leur donner du terrain au bois du singe, vous croyez que vous avez réparé quelque chose? Ça, c'est quoi? D'accord. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une question politique. C'est de savoir, est-ce qu'on a le droit, au nom même du développement de la ville, de faire n'importe quoi? Je dis non. Marley, sur les réparations. Sur les réparations, moi je crois que la seule vraie réparation, c'est la restitution des terres. Mais elle ne sera pas psychologique parce qu'il va leur falloir recommencer à bâtir, à construire, à se projeter et à réapproprier, toujours avec la peur dans le ventre. Donc le minimum, c'est déjà qu'on leur présente des excuses. Vraiment, la communauté nationale doit présenter les excuses à ce peuple. Deuxièmement, il faut qu'il y ait réparation, et la réparation passe d'abord par la restitution. Maintenant, une fois qu'on leur a restitué la terre, elle est vide, hein. Il n'y a plus rien là-bas. On va faire comment? Il faut payer le préjudice, il ne faut pas oublier. Il faut payer le préjudice, oui, ça fait partie de la réparation. Oui, bien sûr. Est-ce que la Constitution permet-elle la restitution des terres une fois que la DNP... Absolument. Ah bon? Et là, c'est du pouvoir de celui que vous nommez depuis toujours. Et puis, Dipita Tongo, je pense qu'on a très bien fait tous de communiquer largement sur ce sujet-là. Oui. Parce que beaucoup pensaient que c'était un fait divers, comme ça on a cassé, voilà. Donc, pour moi, au jour d'aujourd'hui, il y a des choses à clarifier. Nous avons des villages. Chacun de nous est originaire d'un village. Mais maintenant, on peut choisir, comme moi je suis citoyenne de Bobende, à Limbe, je pense que tout le monde a le droit de choisir dans le triangle national un endroit où il se sent bien et où il peut vivre. Mais cela n'empêche pas qu'il ait un village où le jour J, on va aller l'accompagner. Les veillées du jeudi, c'est pour... avant peut-être de prendre Christophe, Hervé, juste pour ma gouverne. Quand il y a profanation comme ça, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences juridiques? Mais il y a plusieurs conséquences juridiques. D'abord, sur le plan du droit public et le droit administratif. D'accord. Si on me dit ça, a démontré plusieurs éléments qui sont des bases pour un contentieux qui peut durer longtemps, mais qui est un contentieux pertinent. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas un tribunal ici. Nous avons le pouvoir de dire politiquement ce qui n'est pas acceptable. D'accord. Et il faut qu'on repart dans la conscience de nos cousins de Dikolo, de Bonamanga et Bonandoumbe, et qu'on efface chez eux que certains d'entre eux qui sont plus âgés, ils se disent, ça recommence. C'est-à-dire, on nous a chassé le Bonandio, on va nous chasser le Bali. Alors, d'accord. Et c'est inacceptable. Et plus grave encore, excusez-moi, je vais juste dire, plus grave encore, ce sentiment, d'accord, d'être cassé, alors qu'il y a un locataire qui est dans votre terrain, le même titre foncier, on ne l'a pas cassé. Allez savoir pourquoi. Ça, c'est la magie. Vous comprenez, il y a une mafia. Christophe Afomonio. Pour cette affaire. Christophe. Oui, je pense que à l'état actuel des choses, je ne vois pas de réparation qui ne puisse commencer par la restitution à ces populations de leurs terres. Ce n'est que et là, c'est le point de départ. Parce qu'après, par la suite, il faut parler compensation financière pour les remettre dans leurs droits, peut-être d'autres gestes symboliques, peut-être même un statut pour commémorer ce passage difficile pour cette communauté. À mon sens, toute autre solution qui passe par la paix,
par ces communautés de leur terre sera un très mauvais exemple pour le pays. Et ça va laisser des tâches très difficiles à effacer pour l'avenir. Donc, je pense qu'il faut commencer par leur restituer dans leur droit, sur leur terre, et puis par la suite voir d'autres façons de faire des compensations financières pour les aider à se remettre, à se rétablir. Parce que les blessures sont profondes. Et le sentiment est en train d'aller au-delà de cette communauté visée à l'heure actuelle. Et deuxièmement, je pense aussi qu'il va falloir envisager des sanctions administratives par rapport aux fonctionnaires qui ont soit induit des autorités en erreur ou qui ont eux-mêmes fait de mauvaises appréciations du cadre juridique du cadre juridique qui a facilité dans leurs études le passage des terrains privés à d'autres intérêts privés en faisant un passage forcé à travers l'État. Vraiment, si pour un cas aussi flagrant, il n'y a pas de fonctionnaire qui soit sanctionné de manière publique et connue, ça voudrait dire que quelque part, on accepte l'impunité, on accepte la fraude, le mauvais travail, et il n'y a pas de prix à payer pour cela. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le pays entier qui est en train de suivre ce dossier. C'est toute la communauté camerounaise à la diaspora qui s'en intéresse aussi, parce qu'il y a aussi une question de réputation. Est-ce que ça voudrait dire que de avant, chaque fois qu'un concitoyen vient de la diaspora avec un projet de développement, il va falloir fouiller, regarder de très près parce qu'il y a des soupçons, parce qu'un autre avait fait des manigances par le passé. Mais nous sommes tous concernés par ce dossier et je souhaite que l'État puisse prendre le devant et résoudre cette question de manière équitable et humaine. D'accord. Alors, techniquement, restitution, ça se passe comment? Je veux dire, quel est le chemin? Si on prend cette voie-là. Valider le contrat qui avait attribué à un groupe privé cet espace et puis assumer les conséquences des réparations. Et puis il y a une chose aussi, Hervé. Actuellement, les gens squattent chez les voisins. Oui. Ils dorment dans les vérandas, etc. Il y a des meublés. Il y a des meublés. On peut récupérer les familles parce que certains même ont dû envoyer les enfants à gauche et à droite. Et tu sais les conséquences de cet éclatement familial, ce que ça amène par la suite. Oui, qui font des examens. Si on pouvait trouver les appartements meublés. On fait des réquisitions, par exemple, aux frais de l'État. Voilà, pour récupérer les familles et les remettre ensemble. Le temps que tout ceci se déroule, ça serait bien et ça serait apaisant. Ouais. Moi, j'aimerais d'abord me poser la question de savoir, est-ce que ce plateau est un tribunal? Est-ce que l'opinion publique est une cour de justice? Il me semble que d'abord, pour commencer, il faudrait d'abord que les victimes portent plainte. Oui, justement. Aille d'abord au tribunal. Je ne sais pas si vous avez déjà porté plainte pour des réparations. Justement, il y a un recours à la chambre administrative actuellement. Et le recours nous a rejeté parce que nous n'avons pas qualité, d'accord, ni intérêt. Oui, bien sûr, ça a été dit clairement. Écoutez bien, l'irrecevabilité de la requête en sursis des consorts Charles-Henri Boncouribel. Attendu que la saisine de la juridiction administrative est soumise à des règles strictes, que le demandeur doit notamment avoir qualité et intérêt, que dans la présente cause, l'intérêt ainsi que la qualité à agir des consorts Charles-Henri Moukouri Mangabel doivent être liés à la référence à leurs droits immobiliers ainsi qu'à la dévolution des dits droits à leurs différentes personnes physiques par le décret 2020-004 PM du 9 janvier 2020. Que la compulsion des pièces produites par le grand ICE n'ont pas été nommément citées par le décret attaqué en son article 3 qui établit la liste des personnes victimes des pertes. Qu'en outre, les titres fonciers numéro 612/W, 834/W, 228/409/W et 393/W, dont ils se prévalent respectivement, ne sont pas concernés dans le dit décret. Le juge le dit.
Et c'est l'avocat d'ailleurs du Premier ministère qui, dans sa réquisition, relève cela. Ça veut dire que tout simplement, nous ne sommes pas concernés, c'est le numéro 750 qui est concerné. On vous a alors cassé alors. On nous a cassé. Là, c'est avant les casses. Voilà. Ça, c'est avant les casses. Est-ce que ça, c'était avant les casses? D'accord, mais l'intérêt de la... C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que c'était avant les casses. Et il était prévu un transport judiciaire le lundi sur le terrain. Et c'est le vendredi qu'ils sont venus casser. C'est samedi. Le samedi plutôt. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres procédures à entreprendre après les casses? Voilà. Saisine d'un huissier pour les constats et autres. C'est maintenant que la justice doit être intervenue. Oui, Hervé va nous éclairer. Je parle en profondeur. D'accord, Hervé. Monsieur Moudi Sabel est en train de nous démontrer que toutes les procédures ont été viciées. Ça, il faut dire le mot. C'est-à-dire que eux, ils défendent un territoire et on leur dit, vous n'avez pas qualité parce que votre territoire n'est pas concerné par l'allocation du terrain. Mais maintenant, la voie est ouverte pour dire que, mais écoutez, vous êtes allé récupérer un territoire que vous disiez qu'on n'avait pas concerné. Mais nous sommes concernés puisque c'est nous qu'on casse. Donc ça veut dire qu'on peut introduire une procédure après les casses. Ça a été fait déjà? Non? C'est en cours. D'accord. Ok. Sans ce moment-là qu'on pourra maintenant parler. Oui, Christophe, vous voulez dire un mot? Oui, j'aimerais dire un mot parce que les enjeux sont énormes. Et si, bien sûr, nous sommes dans un état de droit, il faut que les tribunaux puissent trancher ainsi de suite. Mais je crois que là, on va se mettre sur un chemin qui ne va nous amener nulle part. Absolument, ça peut durer. Avec toutes les lenteurs judiciaires et autres. À moi, à la place des décideurs, je demanderai à la plus haute autorité de diligenter une enquête administrative qui va faire sortir toute la lumière sur cette affaire. Et j'estime que la plus haute autorité de l'État a les pouvoirs d'annuler le décret qui fait l'objet du contentieux et dont les lacunes ont été démontrées à suffisance. Exact. Il a raison. Et c'est à partir de là qu'on peut maintenant prendre des dispositions et poser des actes qui vont permettre à cette communauté de retrouver ses terres. Parce que sinon, on va se perdre dans les tribunaux, ça va durer des décennies et des décennies. En réalité, pour vous, c'est une affaire, c'est un règlement politique qu'il faut à cette affaire. On dira que le pouvoir judiciaire au Cameroun est corrompu, les tribunaux ne lisent pas le droit, mais sont manipulés. J'aimerais, pour résoudre cette question, qu'on sort vraiment ce dossier du canal des tribunaux et qu'on le règle politiquement, parce que la vérité se voit aux yeux. Merci. Marlise, Belle. Oui. Enfin, moi, je pense aussi que Christopher a raison. Il y a le président Paul Biya qui va forcément faire quelque chose. Parce que il suffira simplement qu'il ait sur sa table ce dossier tel qu'il a été monté et avec toutes les conséquences pour pouvoir agir et décider. Oui. Les petites voix peuvent vous demander comment ça se fait qu'il n'est pas déjà ce dossier sur sa table, si jamais c'est le cas. Mais peut-être parce qu'il y a peut-être quelques petits freins. 14 mai, 24 mai... En tout cas, moi, je pense qu'on doit faire confiance à l'état de droit. Le temps de la justice, ce n'est pas le temps de la justice. Non, on est d'accord qu'on sort de la justice, que pour aller vite... Le président va faire quelque chose, j'en suis persuadé. Non. Le temps de la justice... Je peux être poursuivi pour usurpation de titre. Non, monsieur le procureur. La sorcellerie ne peut plus rien faire. Le temps de la justice, ce n'est pas le temps de la justice. Et Maryse a raison. Ce dossier est public maintenant. Personne ne peut plus voiler les yeux, se cacher en disant qu'il n'est pas au courant. Et Christophe a magistralement raison, c'est ma position. La solution doit être politique. À cette position politique, il ne faut pas avoir peur, nous qui sommes du parti au pouvoir, Maryse, toi et moi. Peut-on continuer ou peut-on accepter que des groupes d'intérêts privés effacent des villages dans le contexte actuel de notre marche vers l'unité nationale? La réponse est non. Ce que la Constitution ne permet pas. Ça veut donc dire que,
la réponse est politique, Christophe a raison, à cause de l'urgence. Mais il y a aussi une réponse législative par des lois qui vont prévenir ce genre de situation. Vous ne pouvez pas venir déplacer les tombes parce que vous allez mettre une activité commerciale pour vendre les nuits d'hôtel à des gens. Je suis désolé. S'il y avait un intérêt public, parce qu'on faisait quelque chose qui relève l'intérêt national, on devait arranger ça autrement. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens de Dikolo, fermez-la. Parce que, moi, je vais vous dire, je me dévoile. Autant j'étais enthousiaste, mais je soutenais la décision d'étendre le port à Essengé, à Mambanda. Autant je dis que des groupes d'intérêt privés ne peuvent pas venir casser nos villages. Parce que Douala, ce sont des villages. Mais comment on peut comprendre... C'est pas parce qu'on est la capitale économique qu'on va casser les villages. Qu'est-ce qui peut expliquer... Tout à l'heure, je disais, il y a eu une réunion à la préfecture. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'on appelle les gens à venir après les casses, prendre les frais d'indemnisation? Bon, moi, je ne peux pas reprendre ça parce que ma position ne me le permet pas. Mais vous connaissez l'histoire. Non. Lorsqu'on a cassé les Mbogada en plein Yaoundé, on leur a donné à Hala, qui était déjà le début de Villa Bassa. Les Mbogada sont à Hala parce qu'on les a cassés. Ils étaient d'accord de partir. Mais ils sont à Hala. D'accord. D'accord. Dites aux gens de Dikolo, ils vont aller où? Dites-moi, dans le département du Vouri, dont on connaît la superficie et les marécages, les gens de Dikolo, qui sont les belles, vont aller où? Moi, je le dis sans passion. Et je dis à tous nos soi-disant amis, c'est une atteinte à l'ordre public et une menace à l'unité nationale. Il ne faut pas que ça continue comme ça. C'est inacceptable. Ouais. Moi, je dis... Mathurin. Oui. Pardon. Pour ce qui concerne les... Mathurin, ils vont chez toi là-bas. Voilà, il y a Vassi, c'est pas moi. Bon, mais pour être plus sérieux, je pense que véritablement, il faut véritablement qu'on mette la pression sur le plan politique, effectivement, afin que cette voie-là soit celle qui soit choisie, parce que si c'est la voie judiciaire, ça va mettre effectivement, on connaît comment la justice fonctionne au Cameroun, donc il faudrait donc que l'opinion publique continue, n'est-ce pas, à porter ce problème, et qu'on ne confine pas ce problème, n'est-ce pas, tout simplement à l'espace Sawa, hein, comme on a l'impression qu'aujourd'hui on dit les Sawa, ils ne se battent pas assez, les Sawa, mais c'est un problème national, parce que comme on le disait tout à l'heure, ça pourrait être demain un problème qui pourrait se poser à Tchang, toutes les capitales régionales, toutes les capitales départementales, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on voit l'âpreté, on voit, n'est-ce pas, l'intensité, le besoin de plus en plus de terres pour des projets économiques. Donc, forcément, il faudrait que l'opinion publique dans son ensemble qui saisit cette affaire et que les Camerounais se battent, les différents partis politiques. Et vous savez que pour ce qui concerne ma formation politique, l'honorable Yocho aussi, n'est-ce pas, s'était saisi de cette affaire dès le départ, en rencontrant le Premier ministre, en compagnie de d'autres députés, et ce qui avait entraîné que le Premier ministre, n'est-ce pas, suspende le décret qu'il avait signé. Mais ça, c'était pour la CAN. Hein. Oui, mais c'est qu'après, tout le monde a dormi. Et il disait qu'après, à partir de mars, n'est-ce pas, mais rapidement, il a été et doublé, n'est-ce pas, et on est arrivé aujourd'hui à la situation à laquelle nous nous trouvons. Je pense que nous devons continuer, toutes les formations politiques comprises, n'est-ce pas, à mettre la pression afin que, véritablement, l'État réussisse. Justement, je voulais me demander ce minimum. Les élus du Vouri, du littoral, là, ils ont rencontré au moins les familles déjà? Je veux dire, quelques-uns, vous avez... Oui, bien sûr. Il y a Marlise Touté qui est descendue sur le terrain après les casses. Elle était à Yaoundé, mais dès qu'elle est arrivée, elle est descendue sur le terrain. Ça, c'est après les casses. Mais avant... Oui, même avant. C'est-à-dire que... je vais vous dire... C'est vrai que j'ai eu Cabral dimanche ici qui m'a dit qu'il était là-bas avant. Il faut avoir l'attitude militante. En fait, ce que et beaucoup de gens n'ont pas l'attitude militante. C'est ça. Ce que je veux dire, le plus important qu'on doit retenir ici, c'est quoi? C'est que Dikolo, aujourd'hui, est le laboratoire d'essai. D'accord. Voilà, si ça passe, ça va casser partout. Bien sûr. Ok. Alors, il ne faut pas que ça passe. C'est dangereux. Et comme le dit tout le monde, comme tout le monde est unanime, c'est une menace grave à la paix sociale. Tout à fait. Mais Moudissa, moi, je veux ajouter une chose. Oui. Les gens veulent instaurer dans notre esprit, d'une façon insidieuse, que nos chefs
seraient des rouages dans ce genre de micmac. Je crois qu'il ne faut pas accepter cela. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il peut y avoir des chefs, nous sommes des humains, mais globalement, je ne connais pas un chef ici, dans le Voury, qui veut qu'on efface son village. On va peut-être prendre le dernier mot de... On va peut-être prendre le dernier mot de Christophe Fomonio qui va nous quitter. La conférence de presse juste après cette casse, Patrick était véhément vis-à-vis de manque de mépris. On va peut-être prendre Christophe une minute qu'on va libérer parce qu'en fait, on ne devait pas l'avoir pour toute l'émission. On l'a pris un peu plus. Christopher? Oui, juste pour vous remercier et remercier STV et tous les médias au pays qui sont en train de sensibiliser sur cette question. C'est une question pertinente. C'est une affaire d'État. Dikolo est devenu le symbole de ce questionnement autour du vivre ensemble. Et la façon dont ce dossier sera géré va jeter les bases par rapport à la manière dont les Camerounais vont se sentir à l'aise sur le triangle national. Donc, je vous remercie, je remercie tous les co-panélistes et je suis très heureux de voir que, en débit de nos différences d'appréciation politique, que le frère Hervé Com et moi sommes d'accord sur un dossier. Donc, ça veut dire qu'il y a des questions essentielles. Absolument. Il y a des questions essentielles sur lesquelles tous les Camerounais devraient s'entendre, devraient constituer un consensus et se battre pour que la vérité triomphe. Merci, on ne peut pas laisser à ce que certains de nos concitoyens soient malmenés parce qu'ils sont des vieux ou des enfants ou ils sont des sans-voix parce que ce qui leur arrive aujourd'hui va nous arriver à nous tous demain. Donc, je vous remercie pour cette opportunité et je vous souhaite bonne continuation. Merci infiniment. Merci Christophe Fomonio, le représentant Afrique du NDI. Merci surtout pour il est le patron du NDI. Pour toute la qualité, évidemment, de vos arguments, de votre intervention et la pertinence de vos propos. Merci encore pour votre disponibilité et à la prochaine, Christophe. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Alors, vous étiez en train de vous poursuivre, je vous ai interrompu, vous m'excusez. Oui, je parlais on était dans les réparations, je pense. Oui, on était dans les réparations. J'étais en train de dire que... En fait, moi je voulais vous poser précisément. Oui. Et c'est pour ça que j'ai fait le tour avant d'arriver chez vous, vous les familles. Je veux dire, si vous êtes demandé aujourd'hui, que voulez-vous? Quelle serait votre réponse, en toute sincérité? Mais c'est clair, on nous a cassé indûment. Nous ne sommes pas concernés par ces casses. C'est clair et net. On nous a cassé indûment, il faut réparer. On repart comment? C'est ça qu'il te demande. On repart. Pas l'argent ou pas en vous réinstallant chez vous? On nous réinstalle chez nous. Voilà. Et on paye le préjudice, tout simplement. Tout à fait. C'est tout ce qu'on attend. C'est tout. Marlise Rose. Oui, ce que je retiens de ce conflit, et excusez-moi de le dire, c'est que les hommes politiques doivent être plus présents. Et ils ne l'ont pas été. Celle-là, quand ils ne l'ont pas été, s'ils avaient été suffisamment présents, je crois qu'on ne seront pas arrivés à la casse. Nous arrivons à la casse, c'est un échec partagé, hein? C'est un échec commun partagé parce que tous les acteurs ne sont pas montés au créneau au moment où il fallait le faire. Parce que ce n'est pas quand il y a la casse qu'il faut maintenant qu'on se mobilise. Les élus ont certainement fait des choses. C'est sûr qu'ils ont eu des démarches. Mais est-ce qu'elles étaient adaptées à la virulence et à la détermination de ceux qui voulaient casser? Moi, je dis, je ne suis pas persuadée. Mais maintenant, ce n'est qu'un point de vue. L'essentiel maintenant, c'est que nous avons des objectifs communs. Et tout le peuple maintenant est derrière Dikolo. Nous allons tous espérer que le chef de l'État va venir mettre un terme dans ce désordre. Bon, pour ajouter, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de désinformation aussi par rapport à ce dossier-là. Il y en a encore. Et parce que pour l'opinion publique, pour la plupart, ça avait été vendu. Voilà, les doigts l'ont vendu, c'était ça. Je pense que beaucoup d'hommes politiques aussi sont tombés dans ce piège-là. Ils ne comprenaient pas exactement. Ça peut expliquer qu'il n'y ait pas eu cette réaction. Mais aujourd'hui, que la situation est clairement
étayer et expliquer aux gens. Non, ils sont mobilisés. Là, on les voit bouger. On sait qu'il s'agit d'une histoire où il y a eu beaucoup de manque d'humanité dans les actions. Quand vous regardez la violence avec laquelle, d'accord, les forces de maintien de l'ordre viennent pour agir à Dikolo, vous vous posez la question, vous vous demandez si on est dans un état de droit encore. C'est-à-dire que des gens qui sont chez eux et que vous veniez armés comme vous êtes pour les réprimer et les casser, c'est-à-dire que vous, en fait, en réalité, vous avez un enfant que vous tapez et vous ne voulez même pas qu'il pleure. C'est très grave. Alors, Mathurin, le mot de la fin sur cette question. Oui, mon mot de fin, c'est de dire aux Camerounais, et ça, il faut que ce soit clair, n'est-ce pas? Le pays est forcément dirigé par des hommes, n'est-ce pas? Et des femmes. Pas des hommes et des femmes. Pas des hommes et des femmes. Donc, et dans le contexte actuel, il y a des gens qui doivent répondre de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le pays. Et ces gens-là sont élus. Ils sont élus par les Camerounais. Et je pense qu'il faudrait que les Camerounais aussi puissent, à ce moment, pouvoir tirer des conclusions, des actions de ceux-là qui ont la charge de gérer la cité et qui ne la gèrent pas convenablement. Et il y a des moments pour décider, et ces moments-là, on les connaît tous. Donc, il faut qu'on puisse sanctionner tous ces gens-là. Et ces gens-là, ce sont les amis, bien entendu, de M. Hervé Emmanuel Combes et de Maryse Douala-Bel. Donc, je voudrais que cela, au moins, soit clair à la fin pour ce débat. Hervé Emmanuel Combes. Écoutez, moi, je vous dis, en tant que fils de cette ville, Dikolo est une blessure incroyable. J'ai cru un moment que le clan s'était transformé dans ma ville. Et j'étais sur place, j'étais malheureux. Et quand je passe, je ne comprends pas pourquoi ça a été fait à ce moment. C'est-à-dire, je m'interroge sur l'opportunité de le faire à quelques jours, à la veille de la fête de l'unité. Et aujourd'hui, je pense que tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on voudrait justifier n'a pas de place. C'est une affaire politique. Il faut qu'une décision forte dise plus jamais ça. Vous comprenez? D'accord. Et je ne veux pas être étranger dans mon propre pays. Vous comprenez? D'accord. Même la loi de la minorité ne permet pas qu'on nous humilie à ce point-là. Je ne veux plus parce que je suis de Dikolo. Je suis de cette ville. Je suis né, j'ai grandi, j'ai habité le canton Bel. Je suis né au canton Bel, de Cormandon. Je suis solidaire des gens de Dikolo. D'accord. Oui, il y a des personnes aujourd'hui qui sont malades, certaines sont hospitalisées. Je pense qu'une cellule psychologique aurait pu aider. C'est des choses qu'on néglige souvent, mais on doit pouvoir mettre en place une cellule pour soutenir les personnes qui ont été ébranlées. Maintenant, nous sommes heureux au niveau du canton Bel de ce que l'alignement tout le monde est aligné derrière le chef. Et nous allons faire en sorte que la voix de Dikolo soit entendue. Et nous allons faire en sorte que nos frères et sœurs camerounais sachent que nous comptons aussi sur eux, que nous avons besoin d'eux pour qu'ensemble nous adressions ce problème de manière à ce que le chef de l'État nous libère de ce traquenard. Je vous laisse le mot de la fin, Patrick. Oh oui, aujourd'hui, Dikolo est un peuple meurtri. Voilà, les habitants de Dikolo sont affligés. Nous sommes éparpillés, hein, c'est-à-dire que de gauche à droite, aucune solution de recasement. Et comme a dit quelqu'un tout à l'heure, au moins le maire de la ville aurait pu, ne serait-ce que des tentes, mettre des tentes pour qu'on recueille des gens qui n'ont pas eu d'espace. Si vous allez là-bas aujourd'hui, vous allez voir, passer dans la nuit, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont fait des cabanes avec des tôles et des restes des planches dans lesquelles ils dorment. Ce n'est pas normal. À la belle étoile comme ça, là, ce n'est pas normal. Alors, comme nous l'avons dit tous et nous le savons tous, la solution étant politique forcément, il faut un acte fort de la plus haute autorité de cet État. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Merci à vous, madame, monsieur. L'intérêt, vous le savez, que ce soit pour Essengue, Yupoué, Chossoir, Dikolo et les autres localités du pays, nous mettons évidemment STV au service de ceux-là qui veulent faire entendre leur voix. C'était encore le cas ce soir, je l'ai dit, loin du débat contradictoire habituel. Il fallait quand même essayer de trouver qui c'est peut-être des voies de sortie, des voies de compréhension et surtout poser la question sur la table pour qu'elles s'entendent encore plus haut, plus fort, afin que des décisions justes soient prises pour une justice équitable. Bonsoir et à mardi prochain.